Donc, bienvenue à cette courte introduction à JupyterLab et Google Colab. Qui suis-je? Je m'appelle Charles Coulombe, je suis analyste à Calcul Québec depuis 2017, mai 2017. Et je fais un peu de tout. J'ai une spécialisation en informatique et en bioinformatique de l'Université de Sherbrooke. Et je suis évidemment passionné par tout ce qui est développement Python, C++ et le calcul informatique de pointe. Donc, comme je le disais, je fais un peu de tout à Calcul Québec. Je suis coordonnateur des formations pour Calcul Québec. J'aime beaucoup enseigner, donner des formations, différentes formations, dont celle sur JupyterLab, supporter les usagers et aider à l'installation de logiciels euh, dans l'équipe nationale qui supporte l'Alliance. Donc, si dans le chat, vous pouviez me donner un petit peu votre background ou les différents projets que vous travaillez, ça pourrait m'aider à répondre peut-être à différentes questions ou aligner différents exemples. Mais rapidement, on va couvrir tout ça un peu rapidement avec une petite démo. Donc, sans plus attendre, en fait, est-ce que certaines personnes sont familières avec Jupyter déjà? Vous pouvez l'écrire dans le chat. Sinon, Jupyter, c'est un environnement web qui nous permet d'exécuter des cellules de code lorsqu'on ouvre un notebook, mais également de démarrer des interfaces graphiques. Par exemple, on peut penser à RStudio ou à Visual Studio Code. Et donc, on voit à l'écran un notebook avec du code Python et on voit qu'il y a du texte et des cellules de code. Donc, on peut mélanger dans un notebook du code et du texte, nous permettant de essentiellement commenter et décrire ce qu'on a besoin ou ce qu'on fait dans cette cellule. On va en voir un petit peu plus en détail plus loin. Donc, la motivation, c'est en fait de pouvoir avoir accès à plus de ressources. On peut utiliser JupyterLab sur notre ordinateur local. Par contre, si nos données sont très volumineuses, par exemple 25 GB, 30 GB, 50 GB, 1 Tera de données, on n'a pas nécessairement l'espace sur notre ordinateur pour le faire, mais sur les systèmes de l'Alliance, on peut utiliser le système de calcul pour en fait avoir accès à JupyterLab et donc à nos données pour soit faire des petites visualisations, faire des petits tests, ce genre de choses. Ça fonctionne, comme je le disais, sur notre machine et sur nos systèmes, mais vraiment, JupyterLab ou l'environnement interactif, là où ça brille, c'est réellement de pouvoir débugger, tester des petites choses. Donc, ce n'est pas un environnement de développement comme Visual Studio Code, par exemple, l'est, mais ça va nous permettre de tester, débugger, tant sur notre machine que sur le système. Donc, c'est une belle option, pas une belle option pour profiler, tester et voir avant de soumettre une tâche beaucoup plus large qui utilise beaucoup plus de ressources. Donc, JupyterLab, on y a accès sur les différents systèmes à l'Alliance. Il y en a un sur Beluga, sur Narval, sur Cedar et un sur ShockNet. Donc, vous avez les slides, donc vous avez les liens vers la documentation. Si vous avez un compte à l'Alliance, vous avez accès à ces hubs essentiellement. Ce qui se passe derrière, c'est que c'est une tâche interactive qui est démarrée et JupyterLab va rouler. Donc, va rouler dans cette tâche et donc vous avez un ensemble de ressources finies. Donc, par exemple, 50 GB de mémoire, 8 cœurs. Donc, vous avez un ensemble de ressources qui est fini. Donc, ce qui se passe, ça ressemble à ceci. Vous êtes sur votre ordinateur et vous utilisez votre navigateur web pour vous connecter à, par exemple, le Jupyter Hub de Narval ou de Beluga. Et une tâche va être démarrée, vous allez rouler sur le système, ici dans cet exemple, Beluga. Donc, vous allez avoir accès à votre plus gros jeu de données et à un petit peu plus de ressources que ce qui est sur votre laptop, fort probablement. Quand on se connecte, ça va ressembler à ceci. On va avoir un formulaire où on va inscrire le nombre de ressources que l'on veut. Lorsque vous utilisez évidemment JupyterLab sur votre ordinateur, vous n'avez pas ce formulaire puisque vous avez les ressources
entière de votre ordinateur. Alors que sur un système partagé, on va définir un ensemble de ressources qui est fini. Vous avez également accès à une carte graphique, donc un GPU en bon franglais, et vous choisissez évidemment l'interface JupyterLab. Très brièvement, je ne veux pas m'étendre trop sur ça, mais JupyterLab, bon, c'est un bel environnement pour débugger, tester, mais ce n'est pas un environnement pour rouler nos tâches ou nos analyses. Donc, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de s'asseoir derrière notre écran et d'exécuter chacune des cellules une après l'autre et d'attendre entre chaque cellule. Donc, on peut être tenté de le faire sur notre ordinateur, mais notre temps vaut beaucoup plus cher que ça. Il y a des façons de gagner notre temps et de soumettre une tâche et d'aller profiter de la vie. Donc, ce n'est pas l'objectif du workshop aujourd'hui, mais JupyterLab ne sert pas comme un environnement pour rouler vos analyses ni vos tâches, mais vraiment pour débugger, profiler, tester. Donc, c'est un peu la même chose sur notre laptop, sauf si on a un petit jeu de données. Donc, est-ce qu'on peut l'utiliser pour un développement? On peut utiliser un IDE comme VS Code pour développer notre code. On peut développer sur notre propre machine, mais développer sur les systèmes, ça, c'est non. On va préférer plutôt tester, débugger et faire des courtes visualisations. Donc, la meilleure pratique, c'est en fait d'utiliser JupyterLab sur notre laptop, de développer sur notre laptop, puis ensuite de faire les tests sur le système avec notre gros ensemble de données, par exemple. Et donc, on voit que dans JupyterLab, c'est essentiellement une copie conforme de ce que vous allez retrouver sur un vrai système. Mais ici, je suis dans une plateforme virtuelle. Et donc, vous avez des notebooks, un document qui contient du texte et du code Python. Vous avez accès à une machine virtuelle, un desktop. On peut avoir des notebooks Julia, des notebooks R, des notebooks C++, sûrement des notebooks JavaScript, mais j'en ai pas vu. Mais les plus populaires sont évidemment Python, R et Julia en effervescence. Vous avez également accès à une console qui est l'équivalent de la console que vous pourriez avoir dans votre terminal. Et donc, ça va vous permettre d'interagir avec le langage en soi. Et vous avez le terminal, créer des fichiers, etc. Donc, si je vous montre à quoi ça ressemble, disons la console en Python. Donc, lorsque vous démarrez cette petite console, vous êtes littéralement en train d'interagir avec l'interpréteur Python. Donc, vous pourriez dire print, on va l'écrire en français, bonjour, et l'interpréteur Python va vous retourner bonjour. Donc, ça, c'est dans JupyterLab. Puis, si je vous montre en fait un notebook, si je vous montre un notebook Python, donc je disais que on peut écrire du Markdown. Donc, on a des cellules de code et des cellules de texte qui sont du Markdown. Vous voyez ici, vous avez du Markdown. Donc, vous pouvez écrire ce que vous désirez. Vous pouvez écrire des équations avec MathJax. Vous pouvez mettre des images et écrire évidemment du Markdown. Donc, avoir, par exemple, un en-tête, un titre, du formatage différent en gras, en italique. Vous avez également des cellules de code. Donc, vous voyez la différence entre le texte et le code ici. Vous avez une case où vous pouvez essentiellement écrire dedans et exécuter. Donc, ce qui se passe lorsqu'on veut exécuter une cellule, on peut appuyer sur le petit triangle ici ou on peut appuyer sur notre clavier Shift-Enter et la cellule va être exécutée. Donc, lorsque j'exécute la dite cellule, j'obtiens le résultat. Donc, 2 plus 3, ça nous donne 5 et on obtient le résultat affiché directement dans le notebook. Si je vous montre à quoi ça ressemble une cellule de texte de Markdown, donc celle-ci ici, vous voyez le type est toujours ici de Markdown, alors que ici, cette cellule est de type code. Et donc, je peux écrire le code et lorsque je l'exécute, elle va être affichée en tant que Markdown. Donc, ça nous permet de définir des fonctions
en Python, en fait, de définir tout le code qu'on a besoin et on peut exécuter chacune des cellules une après l'autre. Vous avez dans la colonne de gauche l'ordre d'exécution également. Donc, ça peut vous permettre de voir dans quel ordre est-ce que vous avez exécuté chaque cellule de code. Est-ce qu'il y en a une qui était préalable, prérequise à être exécutée avant celle que vous avez tenté d'exécuter? Cet ordre d'exécution va vous aider à le voir. Un des gros avantages du notebook, c'est de faire des petites visualisations directement dans le notebook. Donc, peut-être que vous êtes habitué à sauvegarder une image, la télécharger, puis ensuite la visualiser sur votre ordinateur en l'ouvrant. Ben, vous pourriez directement visualiser un ensemble de données directement dans le notebook. Donc, par exemple, dans ce code Python, si je l'exécute, la cellule doit s'importer et lorsqu'elle sera prête, la deuxième cellule va s'exécuter. Normalement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, le code a généré un petit graphique que vous voyez à l'écran. Donc, ça peut vous permettre d'expérimenter, tester, débugger votre graphique, votre visualisation, ou justement voir si vos données sont dans le bon sens. Si le code ou votre analyse que vous êtes en train de développer fait du sens et que vous vous enlignez dans la bonne direction. C'est un exemple en Python. On a la même chose en R. Donc, je peux vous le montrer. C'est essentiellement très similaire. Vous allez juste exécuter chacune des cellules ou écrire votre code R directement à l'intérieur. Donc, je peux vous montrer également comment rouler un notebook en entièreté. Sous le menu ici, Run, vous avez Run All Cells dans mon interface puisqu'elle est en anglais. Et vous allez exécuter donc l'entièreté du notebook directement. Lorsque le notebook va avoir terminé de penser, il est un petit peu lent aujourd'hui, on va obtenir l'exécution de chacune des cellules. Bon, pendant que le notebook réfléchit, si vous avez des problèmes dans votre notebook, vous pouvez toujours redémarrer ce qu'on appelle le noyau. Donc, sous le menu Kernel, vous pouvez redémarrer le noyau et vous allez essentiellement revenir à un état 9.0 dans votre notebook. Et vous allez être en mesure ensuite de régénérer, rerouler vos cellules. Donc, le code s'est exécuté. Encore une fois, c'est qu'une petite visualisation que vous pouvez faire en R. Vous l'aurez compris, il y a la même chose en Julia. Nous avons la même chose. Bon, je ne veux pas passer beaucoup de détails sur Python, R ou Julia en soi, mais vous avez le même principe en Julia. Donc, vous pouvez exécuter chacune des cellules directement. Donc, voilà pour les notebooks. Je vais les fermer. Fermer la console. Je vous mentionnais également que vous avez accès à un desktop. Vous pourriez, par exemple, vouloir... des fois, il y a des applications qui demandent vraiment une interface graphique. À l'intérieur, vous pourriez exécuter cette dite application dans le desktop. Donc, lorsque je clique sur le desktop, je vais obtenir un nouvel onglet. Et lorsque l'onglet va charger, je serai dans une interface graphique, en fait, un système Linux avec une interface graphique. Et là, pour bien faire, ça prend du temps. Bon, je vais y revenir lorsque ce sera chargé. Vous avez évidemment accès à un terminal si vous voulez travailler directement dans le terminal. Si par exemple, vous voudriez juste manipuler vos fichiers de données, bon, par exemple, afficher où est-ce que je suis, vous pouvez vous déplacer, travailler évidemment comme avec un terminal Linux. Dans JupyterLab, dans l'interface de gauche, vous avez différents menus. Donc, par exemple, ici, on a différents modules. À l'Alliance, on utilise des modules pour représenter des applications. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on a différents modules déjà chargés. On a le module R4.2 avec un noyau R4.2, Python 3.10. Par exemple, si je voulais afficher RStudio, si vous êtes des utilisateurs de R,
vous connaissez évidemment RStudio et vous avez accès à RStudio dans JupyterLab. Donc, je vais charger RStudio 4.2. Et lorsque le module sera chargé, si je reviens ici, vous allez voir apparaître un bouton RStudio. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez être redirigé dans l'interface de RStudio pour vous permettre de débugger un petit peu mieux ou tester un petit peu plus avec RStudio. Donc, on rappelle que, évidemment, RStudio, ce n'est pas fait pour développer lorsqu'on utilise les systèmes de l'Alliance, mais bien pour tester, débugger et profiler. Le développement, ça se fait sur votre ordinateur. Donc ici, vous êtes dans l'interface de RStudio et vous pouvez interagir avec le code. Donc, moi, je ne suis pas un programmeur R, mais bien Python. Donc, vous pouvez écrire, j'imagine que c'est ceci, si je m'en rappelle bien. Donc, vous pouvez interagir avec la console R comme vous le faites sur votre ordinateur avec RStudio. Je reviens au bureau virtuel. Le voici. Donc, vous avez accès évidemment à l'ordinateur et au potentiel interface graphique que vous auriez besoin si vous avez un logiciel qui le nécessite. On a une page qui discute de cette interface qui s'appelle VNC sur le wiki. Donc, pour plus de détails, vous pourrez voir cette page. Si vous utilisez Visual Studio Code comme interface, vous y avez également accès. Donc, je vais fermer la session. Encore une fois, lorsque vous chargez les menus, vous pouvez charger le module pour VS Code qui s'appelle Code Server. Et lorsque vous allez le charger, vous allez obtenir, sous le même principe que RStudio, un icône pour VS Code. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez être redirigé dans l'interface de Visual Studio Code. Et donc, vous allez pouvoir débugger avec Visual Studio Code votre projet à l'intérieur du système de calcul. À noter encore une fois que, bon, ce n'est pas pour développer. Ce que vous pouvez faire pour développer dans Visual Studio Code, vous pouvez évidemment le faire sur votre ordinateur, mais si vous connaissez GitHub et vous travaillez avec GitHub, vous avez accès à CodeSpace. Ce que je disais, c'est que sur GitHub, vous avez accès à CodeSpace sur chacun des projets et donc vous pourriez développer directement dans votre navigateur web, directement dans GitHub, si c'est quelque chose que vous recherchez. Pour une raison totalement inconnue, le VS Code ne charge pas. Donc, vous devrez me croire sur parole que vous avez normalement accès. Donc, j'ai montré VS Code, RStudio, les notebooks Python, les notebooks R. Vous avez évidemment accès, bon, vous l'avez vu et vous l'aurez compris, à votre système de fichiers. Donc, si vous êtes sur votre ordinateur, vous allez voir vos propres fichiers. Si vous êtes sur un système de calcul, vous allez voir les fichiers qui sont sur le système de calcul et vous pouvez y naviguer par cet explorateur. Sinon, qu'est-ce qu'il me reste à discuter? Si je retourne ici, vous avez dans les slides, vous avez accès aux liens pour la documentation Python, pour la documentation Julia, pour la documentation R. J'ai parlé du bureau virtuel et de VS Code. Il me manque OpenRefine. Si vous ne connaissez pas OpenRefine, cela peut changer votre vie. Donc, je vais fermer ceci. Je retourne dans les modules et je vais chercher OpenRefine. Donc, OpenRefine, c'est un projet, application pour vous permettre de nettoyer vos données. Donc, c'est une interface graphique. Vous allez être en mesure d'identifier les différents patterns de valeurs et les regrouper entre elles et nettoyer vos données. Donc, c'est super pratique. Et je veux OpenRefine ici. On va patienter un peu que le tout se charge. Donc, OpenRefine, on fait un petit bout de temps qu'on l'a donné, mais vous retrouverez là, sur la... Si vous ne connaissez pas les formations Software Carpentry, il y a une formation Software Carpentry pour OpenRefine.
Donc, on patiente, OpenRefine est en train de charger et devrait se présenter à nous sous peu. Puis, en attendant, je vais vous parler des surveillances des ressources. Donc, en fait, un gros avantage de Jupyter Lab, c'est vous permettre en fait de profiler vos ressources. Donc, vous pouvez avoir votre notebook dans une fenêtre et le profilage de vos ressources dans l'autre et voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que votre code utilise, par exemple, bel et bien le GPU? Est-ce que votre code utilise bel et bien les deux CPU que vous demandez? Ce genre de détails. Donc, vous pouvez le faire directement dans Jupyter Lab. Je vous énumère ici quelques outils, donc par exemple HTOP, NVTOP, NVDashboard pour monitorer les GPU. Sinon, si vous travaillez sur les Jupyter Hub de Narval et de Beluga, vous avez accès à deux portails où vous allez voir les données de vos tâches. Je pourrais vous les montrer après. Et je vois que OpenRefine est finalement chargé. Et donc, dans cette interface d'OpenRefine, vous pouvez charger votre projet et charger vos données et commencer à le nettoyer, sauvegarder ce dit projet et les étapes que vous avez faites pour nettoyer vos données. Et donc, lorsque vous aurez un nouveau jeu de données, par exemple, vous serez en mesure de réappliquer ces mêmes étapes pour les renettoyer. Si, par exemple, vous obtenez toujours, je ne sais pas moi, la valeur McGill écrit de 18 façons différentes, vous allez être en mesure d'unifier les différentes façons que McGill est écrit pour avoir la valeur dont vous voulez. Par exemple, M majuscule, C, J, I, L, L, si c'est la façon que vous le désirez. Donc, c'est un outil fort pratique auquel vous avez accès dans Jupyter Lab. Donc, je parlais des ressources. Vous pouvez évidemment, donc si vous ouvrez un terminal, vous avez accès, par exemple, à l'interface HTOP dans le terminal. Donc, ici, on a 2 cœurs sur le CPU et une quantité de mémoire définie. On a 4 GB environ. Et donc, on peut voir la quantité de mémoire et de CPU qui est utilisée par notre code présentement si on est en train de le rouler. Donc, ça peut nous permettre de l'optimiser ou de voir si au moins il roule. Je parlais de NVDashboard. Donc, on a ici un menu pour NVDashboard pour nous montrer les ressources machines. Ici, on n'a pas de GPU sur cette instance. Donc, si on avait un GPU, on serait en mesure de voir l'utilisation du GPU sous le même principe qu'on peut voir l'utilisation du CPU et de la mémoire. Et est-ce que le disque est en train d'être utilisé, par exemple? Est-ce qu'on lit un fichier ou non? Donc, ça peut nous permettre de débugger notre code ou ce qui se passe. Bon, il y a NVTOP, comme je vous ai mentionné dans le terminal également, mais je n'ai pas de GPU dans cette instance, donc NVTOP me dit gentiment qu'il n'y a aucun GPU. Google Colab. Donc, Jupyter Lab, c'est un projet open source qui existe depuis longtemps, ce qui a permis à Google de s'en inspirer et de créer Google Colab. Donc, Google Colab ou Collaboratory, c'est un espace associé à notre compte Google qui nous permet d'avoir des notebooks, comme on l'a vu, et on peut exécuter ces notebooks en Python. On n'a pas besoin de les configurer, il y a directement accès. On peut avoir accès à des GPU, en fait, c'est des TPU gratuitement pour une durée de 3 heures. Et ça peut nous permettre de partager facilement un notebook avec un collaborateur. Donc, j'ai déjà ouvert un Google Colab. Vous avez le lien ici. Et lorsque vous tombez sur votre petit compte, vous avez des exemples, vous avez les notebooks ou sur un projet sur GitHub, par exemple, que vous pourriez charger directement dans Google Colab. Si j'ouvre ce notebook d'exemple, on va le laisser se connecter. Vous ne serez pas dépaysé que c'est essentiellement la même chose entre des cellules de code et des cellules de texte. Et vous avez un petit bouton pour vous connecter à une instance de calcul derrière
pour effectivement rouler les cellules de code et le notebook que vous avez. Bon, ici, c'est une toute petite cellule, un tout petit notebook, donc il n'y a pas grand-chose. Mais si je me connecte pour vous montrer, j'ai tout simplement ouvert le notebook avec mon compte Google et j'ai accès à ce notebook avec différentes ressources. Bon, ici, dans l'instance que j'ai 12 GB de mémoire, j'ai 107 GB d'espace disque et j'ai un CPU, je crois. Puis je n'ai pas de GPU dans celui-ci, mais je pourrais le changer. Donc ici, vous pouvez changer de quel type et vous pouvez choisir un GPU T4 ou des A100 si vous décidez de payer ou un V100. Fut un temps où on avait accès au V100 gratuitement. Ce n'est plus. Donc, à tout le monde qui les utilise, on n'a plus accès au V100 gratuitement. Et sous le même principe qu'on l'a vu dans JupyterLab, vous pouvez exécuter la cellule. Donc, si par exemple, je pèse sur le petit triangle ici d'exécution, on voit que j'ai exécuté la cellule. J'obtiens bel et bien 10 puisque c'est l'assignation de la variable que j'ai fait. Et vous voyez ici un exemple d'équation, ce que je n'avais pas dans le notebook dans JupyterLab. J'aurais pu avoir un exemple d'équation. Donc, ça peut vous permettre d'écrire vos analyses du début jusqu'à la fin et de le partager avec d'autres collaborateurs et de tester et débugger, en fait, vos analyses, vos notebooks directement. C'est un bel outil. Je pense qu'il y a un petit setting là, qui... on va enlever le corgi, le crabe et le kitty. Bye. Donc, vous pouvez vous amuser avec ceci. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur Google Colab? C'est essentiellement la même chose que JupyterLab. Vous avez accès à un ensemble plus fini de ressources, un peu plus petit, mais ça peut vous permettre de partager avec un collaborateur qui n'a pas de compte à l'Alliance, par exemple, ou de reprendre et développer, si vous le voulez, sur ce notebook qui utilise beaucoup moins de ressources et des ressources partagées sur le cloud de Google. Sachez que par contre, vous avez une limite de 12 heures pour rouler. Et si vous vous absentez et que vous n'êtes pas devant votre notebook, celui-ci va se terminer. L'exécution va s'arrêter. Donc, c'est pour éviter qu'on laisse rouler longtemps une analyse puis qu'elle prenne des ressources inutilement. Je peux également là, vous montrer donc Recent. Un exemple de Google, c'est ici, bon, c'est peut-être pas votre domaine, mais par exemple, il existe des notebooks Google Colab pour AlphaFold. Vous avez peut-être entendu parler de AlphaFold. Et vous avez donc un notebook beaucoup plus compliqué pour plier des protéines. Vous avez des formulaires à l'intérieur que vous pouvez utiliser. Ce notebook-ci provient directement de GitHub. Là, je me suis connecté sur un T4 lorsque je l'ai ouvert. Je vais faire les étapes avec vous. Je vais l'explorer comment on le réattache. Mais essentiellement, bon, vous pouvez remplir le dit formulaire de ce genre de notebook et l'exécuter et l'analyse va se faire derrière. Une chose qui avait été fort pratique, si vous voulez tester juste des choses entre différents collaborateurs, le Google Colab, c'est un bon outil pour partager et tester entre nous. Donc, par exemple, lorsque j'avais travaillé avec un développeur, il m'avait partagé un notebook Google Colab pour OpenMC. Bon, ce n'est pas grave, le dit logiciel, mais si je clique dessus et que je l'ouvre, vous êtes en mesure, en fait, de tester les mêmes choses que le développeur et donc, ou de votre collaborateur, et donc de vous partager et essentiellement de tester à plusieurs afin de converger vers ce que vous avez besoin dans votre analyse. Donc, c'est vraiment facilitant pour justement collaborer, échanger différentes choses avec différentes personnes avec qui on travaille. Bon, pour GitHub,
Donc, si on veut Open Notebook, on peut avoir nos notebooks sur Google Drive, mais on devrait trouver un notebook sur GitHub. Donc, on va essayer. Donc, je devrais être en mesure d'importer ce dit notebook-ci, ou je vais prendre celui de Python en fait. Donc, si je prends l'URL et que je reviens ici, Google Colab devrait être en mesure de lire celui-ci. Il découvre le GitHub. En fait, voici le répertoire, ma branche principale, et je peux voir tous les notebooks qui sont associés. Donc, par exemple, je pourrais ouvrir le notebook Python directement depuis GitHub. N'est-ce pas merveilleux? Et là, je ne suis pas connecté, mais si j'exécute ma dite cellule, bon, j'ai un petit avertissement comme quoi que ce n'est pas Google qui l'a écrit, qui provient de GitHub et qui a été chargé directement, mais je peux le rouler à l'intérieur. Et une fois que je suis connecté, j'obtiens la réponse. Donc, c'est le même notebook qu'on a exécuté dans JupyterLab, mais quand j'ai connecté à un répertoire GitHub directement. Donc, ça fait le tour de Google Colab et ça fait le tour de JupyterLab. Ce que je pourrais dire de plus sur JupyterLab, c'est que vous allez le trouver ici, Project Jupyter. Vous pouvez l'installer sur votre ordinateur en utilisant la commande pip install JupyterLab. Ou si vous préférez, bon, vous avez une recette Homebrew, mais vous avez certainement, si vous êtes un utilisateur de Conda, vous avez une recette Conda. Et donc, vous pourriez faire Conda install JupyterLab sur votre ordinateur et y avoir accès. Et donc, vous allez démarrer la même interface que celle-ci, moins les modules, mais vous allez avoir cette interface avec le notebook Python, la console et le terminal. Et vous allez être en mesure de, par exemple, démarrer un notebook vide et de commencer à y intégrer votre contenu.